Vous avez vu la même chose que moi? On est d'accord? C'est bien ce qui s'est passé ou pas? Je me pose des questions là. Daniil Medvedev remporte le premier tournoi de sa carrière sur terre battue à Rome et devient de facto l'un des favoris de Roland Garros. On va parler dans cette vidéo de ce tournoi complètement fou, de cette finale. Je vais vous faire un bon gros débrief des familles. Commençons par Daniil Medvedev. Alors, certains se demandaient, et même lui en fait, est-ce qu'il peut bien jouer sur terre battue? Bah, la vérité c'est que oui, hein, il a débloqué quelque chose dans son cerveau. Alors on l'avait déjà vu par le passé, en 2019, je me souviens, avant que Daniil n'explose à la face du tennis lors de l'été américain, qu'il a vu jusqu'à la finale de l'US Open face à Rafael Nadal. Mais avant ça, il a fait une finale à Barcelone cette saison-là, contre Dominic Thiem. Il prend 6-3, 6-0, il me semble de mémoire. Il avait battu Nishikori en demi-finale, mais là ce qui s'est passé c'est qu'il s'est vraiment prouvé définitivement qu'il pouvait bien jouer sur terre battue. Alors définitivement entre guillemets, hein, parce que on l'a vu, Gilles Servara dans l'équipe aujourd'hui a dit, bon, à tout moment ça peut rebasculer avec Daniil, hein, on connaît les ressorts psychologiques de ce joueur complètement dinguissime, zinzin. En tout cas, voilà, il a également progressé au niveau technique, on l'a vu hein, cette semaine, enfin ces 12 derniers jours, on sait plus, on est complètement perdu avec ces nouveaux tournois là qui durent une éternité avec la pluie en plus, on va en reparler d'ici quelques instants. Mais moi ce que j'ai noté hein, très techniquement, c'est une meilleure pénétration de son coup droit, ça c'est évident. Alors il a changé hein, son cordage à l'intersaison 2022, entre décembre et janvier. Il était avant sur le Technifibre Razor Code White, et désormais il est sur le Technifibre Razor Code Soft. C'est un polyester très souple, et manifestement, on va dire que ce changement matériel, ce changement de cordage, s'est immédiatement reflété dans ses résultats. Pas exactement tout de suite bien sûr, hein, il a perdu contre Korda à l'Open d'Australie, mais dès Rotterdam, il a réussi à tourner sa saison, et je dirais même plus, en fait, il a réussi à tourner sa carrière. Et c'est quelque chose de très impressionnant à noter, à observer, c'est que généralement, quand t'es un joueur comme Daniil, allez, tu gagnes ton grand chelem, t'as été numéro 1 mondial, ensuite il va connaître un an de creux, et moi je trouve absolument remarquable hein, ce qu'il a réussi à faire pour retourner tout ça, pour redevenir un joueur qui compte, un champion, parce que là c'est vraiment une réaction de champion hein, qui montre depuis février, et puis là, cette victoire à Rome, elle est, je pense que c'est un testament. Je parlais de son coup droit, il faut aussi parler de la qualité de son service, que je trouve remarquable. On l'a vu à 5 partout dans le deuxième set, tout à l'heure là contre Rune, balle de break pour le joueur danois. Qu'est-ce qui va sortir? Un énorme ace sauté, il est côté avantage. Ensuite, pareil, côté égalité, il va renvoyer une bombe en première balle. Il arrive comme ça, dans les moments importants, dans les moments chauds, à compter sur son service. Et ça, c'est un peu ce qui lui avait manqué en 2022. C'est l'essence, c'est la structure de son jeu. Au-delà de sa qualité de déplacement et de barbelade, son service est très très important et je trouve qu'il l'a retrouvé. Donc une meilleure attitude, beaucoup plus de conviction dans son tennis, dans sa croyance. Il a dit également en amont du tournoi, il en avait parlé avec Gilles Servara, qu'il se sentait super bien, très très bien. Et il disait aussi, bah, généralement, faut pas trop le dire trop fort parce que ça peut te porter mauvais augure, le mauvais œil. Eh bien non, il a réussi à aller jusqu'au bout de ce tournoi de zinzin. Alors maintenant, la suite pour lui, bah, c'est d'aller récupérer un deuxième grand chelem, je pense. Parce que là, des résultats phénoménaux sur ce printemps et bientôt là sur l'été, on va y arriver d'ici le mois prochain. Mais pour lui, la suite, c'est un deuxième grand chelem. Alors, est-ce que c'est déjà Roland Garros? Outsider, favori? Il va falloir répondre à cette question. Le truc, c'est que je peux pas m'empêcher de me dire que Daniil qui remporte un Masters 1000 sur terre battue, c'est aussi le symbole de quelque chose. Au-delà du fait qu'il ait vachement progressé, on peut aussi se dire, bah, le niveau moyen a un petit peu baissé aussi, quoi. C'est pas dans la grande ère de Rafael Nadal qu'il aurait pu remporter un titre de cette envergure. Donc il y a une double vérité, quoi. Il y a quelque chose, je pense, dans le niveau global qui s'est un tout petit peu affaissé. En tout cas, il y a moins de garde-fous, il y a moins de patrons pour bloquer les accès sur les grands titres. Mais en même temps, lui, il progresse, et bon, si c'est pas Roland Garros, il y aura l'US Open, il y aura vraiment une super chance pour lui s'il arrive en forme, s'il arrive à étirer ce momentum, et même pourquoi pas Wimbledon, hein, même s'il a jamais vraiment réussi trop bien à performer sur le tournoi londonien. Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous en pensez. En tout cas, franchement, à vue de nez, c'est difficile de le mettre en dehors du top 6, top 7 favori à Roland Garros pour viser très très large. Un mot sur le perdant de cette finale également, Holger Rune. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà la demi-finale, vous l'avez vu comme moi je pense, à peu près à tout pour remporter ces rencontres. Holger Rune, le MTO fictif, pas fictif,
franchement, ça sentait pas forcément la grosse honnêteté, on va dire. Alors, d'une manière un peu inexplicable, ça a complètement fait tilter Ruud, mais pas tout de suite, c'est ça qui est marrant. Il va faire un très mauvais jeu, il va mener 30-15, il va faire une double faute, 2 fautes directes, il va perdre le deuxième set, et ensuite, ça va lui rentrer dans le cerveau, quoi. Il va... Je sais pas si c'est vraiment se trouver une justification pour son choke, mais en tout cas, de son côté, Rune, toujours un peu de filouterie, mais aussi un joueur extraordinaire, remarquable. Mais quand même, cette saison, on doit le noter, il rate une opportunité en or de remporter 2 Masters 1000. Contre Rublev à Monte-Carlo, il est en superposition dans le 3e set. Là, tu joues Daniil en finale d'un Masters 1000 sur terre battue, t'es favori. Pas favori, non mais t'es favori, donc quelque part, il n'a pas réussi à tenir son statut, et je me pose aussi la question de l'utilisation de son énergie, est-ce qu'elle est vraiment rationnelle? Il a un peu tendance à se disperser parfois, on sent qu'il y a beaucoup de feu intérieur chez lui, beaucoup d'ego, et cette utilisation d'énergie, c'est à la fois sa plus grande force et son plus grand défaut, je trouve. C'est un peu une arme à double tranchant, parfois il peut un peu se laisser emporter par ça, et je trouve qu'il a un peu manqué de lucidité, de solutions tactiques, de jus dans cette finale, et très nerveux aussi pour commencer. Daniil, par ailleurs, a concédé la même chose après la finale. Il a dit on était tous les deux un peu tendus là sur le début de la partie, et il va devoir essayer de solutionner ça, d'aller au bout des tournois, et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle ce sera pas un ultra favori, en tout cas pas dans le top 2 de Roland Garros, Holger Rune. Lui aussi, il est dans le paquet, il est dans les 5, dans les 6. J'avais fait une liste d'ailleurs à ce sujet sur Twitter, juste avant les demi-finales. J'avais mis Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas, Rune, Ruud, et en outsider crédible, Sinner, Rublev, Medvedev. Alors Tsitsipas, peut-être le décrocher un tout petit peu. Les parents de Tsitsipas, faut qu'on en parle aussi, parce que j'ai pas fait de débrief sur les demi-finales, mais ses parents, ils sont complètement marteaux, quoi. Ils lui brisent sa carrière. On peut pas le dire autrement. Alors, on va dire dans le quotidien, jour après jour, évidemment, c'est certainement plus positif que négatif, mais ça nous rappelle ce qui s'est passé au Masters aussi. Là encore, je trouve que ils sont toxiques, quoi. Et là, manifestement, ce qui s'est passé pendant le match contre Daniil en demi-finale, c'est que la mère, elle parlait en russe, sauf que Daniil est russe. Donc Titi, il était comme ça, mais arrête de me parler en russe, il comprend tout ce que tu me racontes. Apostolos qui arrêtait pas de parler, etc. Enfin bref, c'est la famille formidable, ce truc, ça part dans tous les sens. Franchement, je sais pas comment il va réussir à s'en sortir, et là, clairement, ça impacte ses résultats, quoi. Donc voilà, une petite pensée pour Titi. Dernière partie de cette vidéo, on va parler de l'organisation du tournoi de Rome. On est obligé de faire un petit crochet là-dessus. Moi, je trouve que ça a été un tournoi lamentable du début à la fin, en dehors du fait qu'il a plu beaucoup, et que les organisateurs, voilà, c'est pas non plus les maîtres de la météo, mais l'organisation catastrophique, il faut le dire aussi, même si c'est pas un sujet que je traite très souvent sur la chaîne, je trouve que le tennis féminin sur le duo Madrid-Rome a été totalement bafoué, piétiné. Pas de cérémonie pour le double dame à Madrid, le gâteau gate, bon ça à la limite c'est accessoire, la finale familière disputée à pas d'heure, devant quasiment personne, ensuite le public qui va huer les organisateurs pendant la remise des prix. Le truc aussi c'est que voilà, le tennis féminin est moins bankable, mais c'est pas en traitant ce tennis de cette façon qu'on va vraiment s'en sortir, quoi. Et puis t'as 12 jours, bon sang, t'as 12 jours pour faire jouer le tournoi et l'étaler, et qu'est-ce que tu fais? Tu mets les demi-hommes et la finale femme le même jour, le samedi. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pourquoi en fait? On sait bien c'est pourquoi. C'est pour la billetterie, c'est pour faire des thunes. On a vu le prix des places sur le central dès le début de la douzaine, c'était à plus de 100 balles, ensuite on a terminé, je sais plus, à 500, 600 balles, enfin bref. On est dans l'appât du gain absolu. Et je trouve vraiment, et j'avais pas envie de vous saouler avec ça sur mes différents débriefs, mais là il faut vraiment qu'on en parle. Le tennis avec ses Masters 1000 sur 12 jours, il est totalement en train de basculer dans la mauvaise direction, je trouve. Là ça a été un tournoi éprouvant à suivre vraiment pour les observateurs, pour les gens qui ont regardé jour après jour, et il y en a beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Après, je peux comprendre pour les personnes un peu plus casus, qui regardent le tennis de temps en temps, voilà, vous trouvez ça chouette d'avoir des matchs un peu tout le temps. Mais moi, je trouve que c'est pas du tout une bonne évolution pour le tennis. Et enfin, je trouve que les tournois, là, les deux, Madrid et Rome, c'était pas vraiment des tournois préparatoires traditionnels, c'était plus des jeux de massacre, des jeux de survivants. Il fallait réussir à passer entre les gouttes, littéralement. Mais là, on va arriver à Roland Garros avec assez peu de repères. J'ai du mal à accorder vraiment le même crédit sur ces deux tournois
que les années précédentes. Donc on verra hein, si Daniil arrive à performer à Roland Garros. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager et à vous abonner. Et on se retrouve jeudi pour le débrief du tirage au sort de Roland Garros.